Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire co-organisé par Novabuild et l'Adréal Pays de la Loire. Je suis Céline Lemasson, chargée de mission filière verte pour la construction à l'Adréal Pays de la Loire. Et nous sommes ensemble pour 1h, 1h15, 1h30. Nous allons aujourd'hui évoquer les questions des gisements de réemploi. Lever les freins au réemploi, ça passe tout d'abord par la capacité pour les maîtres d'ouvrage à identifier les gisements qui pourront être réemployés. Bien en amont du projet, pour pouvoir rassurer justement le maître d'ouvrage et qu'il puisse se lancer dans une démarche de réemploi, mais également de façon plus contemporaine au chantier, pour pouvoir identifier quels seront les matériaux qui pourront être réemployés. Eh bien, c'est toutes ces questions d'identification des gisements qu'on va traiter ce matin avec plusieurs acteurs autour de deux expérimentations, deux expériences. Une expérience en Pays de la Loire avec un observatoire de la démolition, et nous aurons Anaïg Lebeau, chef de projet à la région Pays de la Loire, et François Boisson, chargé de mission à la cellule économique régionale de la construction. Et puis, après un temps de questions-réponses, nous entendrons Camille Golen, chargée de projet économie circulaire au CSTB, qui présentera la plateforme PEMD. Alors, tout de suite, parce qu'on a un beau programme, je passe la parole à Anaïg Lebeau, chef de projet à la région Pays de la Loire, pour présenter l'observatoire régional. Anaïg, je te laisse la parole. Merci Céline. Du coup, effectivement, le sujet du recensement des gisements est apparu il y a à peu près 1 an et demi à l'occasion du groupe de travail 3R organisé par Novabuild. Et puis, en parallèle, ce besoin a aussi émergé dans le cadre du projet que je suis donc sur l'île de Nantes, qui est la reconstruction des facultés de santé, où on a pour ambition d'avoir un projet démonstrateur en matière de réemploi. Du coup, mon besoin opérationnel était d'anticiper l'identification des ressources sur le territoire et très en amont du projet, notamment au regard de l'ampleur de ce projet à venir sur l'île de Nantes. Donc, je me suis dit que ce besoin allait sûrement aussi être partagé par d'autres maîtres d'ouvrage. Et donc, à l'issue de ces différents échanges avec Novabuild, on a créé donc un sous-groupe, donc un groupe de travail vraiment dédié au gisement. Donc, entre la région, Elan, qui est mon assistant maîtrise d'ouvrage sur le projet que je suis, l'Adréal et Novabuild, et nous avons donc missionné la CERC pour réaliser cet observatoire. Du coup, la région avait une certaine légitimité puisqu'on a une double casquette en tant que maître d'ouvrage que je représente, mais également en tant qu'animateur de cette politique publique d'économie circulaire sur le territoire régional. La cible était vraiment d'avoir une plateforme, un observatoire des gisements utile pour tous les maîtres d'ouvrage, et d'en profiter également pour rendre visibles les gisements sur notre territoire, pour inciter aussi les acteurs économiques à développer des plateformes de réemploi, ce qui est indispensable aujourd'hui pour massifier le réemploi et favoriser son recours dans les projets de construction. Donc des plateformes qui doivent stocker, reconditionner et voire requalifier ces matériaux. Donc plus il y aurait de visibilité de ces gisements, et on espère plus les acteurs économiques s'empareront du sujet de ces plateformes. Le process, donc on a travaillé pendant à peu près 1 année avec ce groupe de travail pour élaborer donc des questionnaires qui ont été adressés à différents maîtres d'ouvrage publics dans un premier temps, puisque c'était les maîtres d'ouvrage qu'on connaissait le plus, pour identifier leurs projets de déconstruction sur les 5 années à venir. Donc là, on était vraiment sur une phase expérimentale. Ça fait 6 mois que la plateforme a été créée, et du coup, voilà, l'idée est que cette plateforme puisse maintenant être élargie et être diffusée au maximum sur les territoires. Du coup, je laisse François vous présenter l'outil de cette plateforme. Oui, et j'ajouterais, comme François va nous présenter l'outil en ligne, vous aurez peut-être quelque chose d'un peu petit sur votre écran. Vous avez la possibilité de passer en plein écran, et ce qui rendra beaucoup plus lisible
la plateforme que va vous présenter François. Donc, c'est une icône en bas au milieu de votre écran qui vous permet de passer en plein écran. Merci François, à toi de présenter l'Observatoire. Oui, alors je mets tout de suite en ligne. Voilà. Je pense que vous voyez ce qui... moi, je ne vois plus rien. Donc, oui, c'est bon, on voit ton diaporama. Super. Eh bien, bonjour à tous, François Boisson. Donc, je suis chargé d'études à la cellule économique régionale de la construction des Pays de la Loire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la CERC ou la CERC. C'est l'Observatoire économique de la filière construction en région. Donc, cet observatoire, observatoire des projets de déconstruction en Pays de la Loire, donc Anaïg en a dit quelques mots. Donc, je vais pouvoir passer peut-être sur les questions de contexte et d'objectifs, repréciser peut-être la composition du groupe de travail. Donc, on va retrouver le Conseil régional des Pays de la Loire, l'Adréal des Pays de la Loire qui a participé aussi aux réflexions, Novabuild, le CEREMA, le bureau d'études Elan et nous, donc la CERC, qui sommes intervenus plutôt en appui technique et en appui méthodologique aux réflexions du groupe de travail. Donc, on a commencé, Anaïg l'a dit, à réfléchir sur la question de l'identification des gisements depuis début 2021. On a regardé différentes sources d'informations qu'on avait sous la main. On a regardé, par exemple, les flux d'appels d'offres. On a regardé également les permis de démolir. Alors, on a eu des soucis, en fait, avec ces deux sources. Alors, pour les publications d'appels d'offres, on avait déjà un problème qui était celui, en fait, de l'exhaustivité, puisque finalement, on avait identifié assez peu de choses avec cette source d'information. Et puis, pour les permis de démolir, on avait une autre difficulté, c'était celle qui est liée en fait au besoin qu'on a d'avoir une information très en amont, bien avant en fait le projet de déconstruction, pour avoir le temps en fait de pouvoir caractériser les opérations, caractériser les gisements de matériaux. Et puis aussi, il faut qu'on ait du temps pour rendre possible la mise en relation entre les acteurs, c'est-à-dire entre le maître d'ouvrage qui est le détenteur des matériaux et puis les utilisateurs éventuels. Donc, changement de stratégie, on s'est orienté vers une méthode de collecte directe de l'information, c'est-à-dire plus précisément une enquête auprès des maîtres d'ouvrage. Donc là, on commence à réfléchir à cette enquête et à créer les questionnaires mi-2021. Et puis, étant donné qu'on est dans une démarche un peu expérimentale, on n'est pas certain de pouvoir obtenir suffisamment de matière pour pouvoir développer un outil. Le groupe de travail a fait le choix en fait de s'orienter vers la sphère publique. Donc d'abord les maîtres d'ouvrage publics, et puis après, si ça fonctionnait, si on réussissait à créer un outil pour centraliser et puis diffuser l'information, élargir ça à l'ensemble des maîtres d'ouvrage de la sphère publique ou de la sphère privée. Donc, début 2022, c'est le lancement de l'enquête. Alors, l'idée, c'est d'aller interroger le maître d'ouvrage pour savoir s'il a des projets de déconstruction et, le cas échéant, d'aller essayer de glaner des informations sur la nature des bâtiments ou des infrastructures à déconstruire, et puis sur la nature des matériaux ou des équipements qui sont présents dans le bâtiment à déconstruire. Donc là, on a un peu le calendrier. Alors, avant de lancer vraiment la partie opérationnelle de l'enquête, on a eu une première phase de ce qu'on appelle de qualification en fait de notre base contact. L'idée, c'est de contacter les maîtres d'ouvrage et d'essayer d'identifier un référent au sein du maître d'ouvrage qui sera la personne la mieux habilitée en fait à répondre à nos questions. Donc ça nous a permis d'obtenir un référent pour 54% des maîtres d'ouvrage cibles. Donc, les maîtres d'ouvrage cibles, c'est 171 maîtres d'ouvrage publics. Vous avez la répartition sur la droite de la diapositive entre les différents types de maîtres d'ouvrage. Donc, on a 56 communautés de communes, 35 bailleurs sociaux, 29 communes. Alors, on avait ciblé les communes de plus de 5000 habitants. Ensuite, SEM, SPL, etc. Donc là, on est début 2022, mi-janvier 2022, on fait la première diffusion de l'enquête. Diffusion emailing. Ensuite, semaine suivante, on a une relance emailing et puis on a une deuxième relance téléphonique ensuite. Alors, la relance téléphonique, l'idée, c'est pas d'aller collecter l'information directement. L'idée, c'est de repréciser en fait les enjeux, les objectifs de notre démarche aux référents qu'on a identifiés pour essayer en fait tout simplement de le motiver à renseigner des opérations de déconstruction. La construction du formulaire, alors je vais essayer de ne pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est toujours la même chose. On essaye d'avoir un équilibre entre collecter des informations suffisamment précises et puis avoir un formulaire qui soit
pas trop difficile à renseigner pour notre interlocuteur. Donc, il ne faut pas que ce soit trop technique, il ne faut pas que ce soit bloquant. Donc, il n'y a aucun champ bloquant en fait sur le formulaire. Il ne faut pas que ce soit trop chronophage. Aucune question bloquante. Donc, le référent peut passer des questions. Et l'intérêt du questionnaire, c'est qu'en fait, il est individualisé. C'est-à-dire que chaque maître d'ouvrage a son lien propre qui va l'amener vers son questionnaire. Et il peut revenir en fait plus tard sur le questionnaire. Il n'est pas obligé de connaître toutes les réponses forcément sur les opérations, mais il peut revenir peut-être 2 mois après pour aller renseigner les champs qui n'ont pas été renseignés la première fois. Donc, s'il revient sur son questionnaire, il va voir apparaître sur la première page en fait l'ensemble une synthèse des opérations qu'il a enregistrées. Et après, il peut venir modifier, compléter, il peut même supprimer des opérations si celles-ci ont déjà été réalisées. Donc, on a une version en ligne, on a une version sous forme de tableur. Sur les questions qui sont posées sur ce formulaire, alors on va avoir des questions sur la dénomination du projet, par exemple, une description rapide du projet, la commune du projet, la phase, est-ce qu'on est en phase programme, est-ce qu'on est en phase étude, est-ce qu'on est en phase travaux. La nature du projet, c'est si on est seulement sur de la déconstruction ou bien de la déconstruction plus construction neuve ensuite. L'année de construction du bâtiment à déconstruire, la surface du bâtiment à déconstruire, date prévisionnelle de début de déconstruction et date prévisionnelle de fin de déconstruction, le coût de l'opération, l'existence d'un diagnostic type diagnostic déchets, ressources ou PEMD. Et puis, on va avoir évidemment des informations sur la nature des matériaux ou des équipements qui sont présents dans le bâtiment ou dans l'infrastructure à déconstruire. Donc, vous voyez que le maître d'ouvrage peut venir cocher en fait des familles de matériaux ou des familles d'équipements pour lesquels il a connaissance de leur présence dans le bâtiment à déconstruire. Donc, on en a sélectionné en fait une quinzaine. On va retrouver par exemple des matériaux de couverture, des matériaux de charpente, escaliers, menuiserie extérieure, intérieure, faux plafond, etc. Équipements électriques et de sécurité, équipements de chauffage-ventilation. Donc, le maître d'ouvrage vient cocher les éléments dont il a connaissance. Et puis, on a également un référent pour l'opération. Donc, c'est le chargé d'opération en général. Donc, on peut avoir ses coordonnées. Donc, le maître d'ouvrage, en fait, sur la première page, il vient renseigner un nombre d'opérations qu'il souhaite enregistrer. S'il indique, par exemple, le chiffre 3, il aura 3 pages dédiées aux 3 opérations ensuite. Donc, la version en ligne, la version sous forme de tableur qui est plutôt destinée finalement aux maîtres d'ouvrage qui ont beaucoup d'opérations à enregistrer. Dans ces cas-là, c'est souvent plus simple d'aller travailler directement sur un tableur. Et donc, cette phase enquête qui nous a permis d'obtenir des renseignements pour 106 projets en Pays de la Loire. 106 projets, dont 98 pour lesquels on a un accord de diffusion de la part du maître d'ouvrage. Donc, on a quand même une matière intéressante. On est sur la période 2022-2027. On les interrogeait sur une période de 5 ans. Et on a une matière quand même suffisante, intéressante pour pouvoir essayer de développer un outil de centralisation des informations et de diffusion de ces informations. Donc, on a travaillé sur cet outil à partir du mois de mars 2022. Alors, je vais le lancer peut-être. Vous voyez, c'est un simple lien qui nous ouvre un navigateur, en fait. Et je vais mettre en plein écran, on verra peut-être un peu mieux. Donc, un lien vers un navigateur. Et la volonté du groupe de travail, c'était de pouvoir bénéficier de l'ensemble des informations, que ce soit les informations brutes ou les informations traitées, sur une même interface, en fait. Donc, on a essayé de tout centraliser sur cette plateforme. Alors, la plateforme, on ne l'a pas développée. On a utilisé un outil, en fait, qui est adossé à notre logiciel d'enquête. Et donc ici, vous voyez l'interface. Donc, on est sur la page d'accueil avec un peu de rédactionnel pour repréciser les objectifs, le contexte de cette démarche, un peu de logo aussi des partenaires. Et tout de suite, sur la droite, vous pouvez aller naviguer vers différents éléments. Donc ici, par exemple, on peut aller consulter l'analyse des résultats. Donc, c'est une simple analyse à plat des différents champs de l'enquête. On va pouvoir retrouver, par exemple, la répartition des opérations par département, ou bien selon la période de construction du bâtiment à déconstruire, ou bien selon l'existence de diagnostics PEMD, déchets ou ressources, selon la phase projet, selon la surface des bâtiments à déconstruire, ou bien selon les montants prévisionnels des opérations de déconstruction. Donc là, vraiment partie analytique, on va dire, de l'enquête.
Ensuite, si je reviens sur la page d'accueil, on va avoir quelque chose qu'on a appelé ici le phasage des projets. Donc, en fait, c'est une simple ventilation des projets dans le temps. Alors, en haut, sur le graphique du haut, on va avoir la répartition des projets dans le temps selon la date prévisionnelle de début de déconstruction. Et en bas, on va avoir la date prévisionnelle de fin de déconstruction. L'idée ici, c'est de voir si on a des périodes sur lesquelles on a une concentration en fait, d'opérations qu'on a identifiées. Et par exemple, on voit qu'entre décembre 2022 et juin 2023, on a en fait un tiers des opérations qu'on a identifiées pendant cette enquête. On a également une page qui va être dédiée au téléchargement des listes d'opérations, avec la possibilité ici de télécharger l'ensemble des opérations identifiées. Donc, c'est le lien en haut. Si je clique dessus, ça va me télécharger en fait un tableur et on va retrouver toutes les opérations qu'on a identifiées pendant l'enquête avec tous les champs du questionnaire. Donc là, c'est vraiment en fait la matière brute. Hein. Chacun peut venir prendre cette matière brute et puis venir travailler directement sur le tableur avec du tri, avec du filtre, etc. Ou bien on a la possibilité aussi de pouvoir bénéficier d'un pré-filtrage en fait. Et puis ici, par exemple, je vais pouvoir télécharger les opérations de plus de 1000 m² qu'on a identifiées, ou bien les opérations qui concernent un bâtiment qui a été construit entre 1970 et 1990, ou bien les opérations pour lesquelles un diagnostic a été réalisé ou prévu. Et on va pouvoir aussi aller travailler par matériaux ou famille de matériaux. Par exemple, si je clique sur cloison modulaire, je vais avoir toutes les opérations pour lesquelles le maître d'ouvrage nous a indiqué la présence de cloison modulaire dans l'opération. On a également ces informations sous forme cartographiée. J'espère que ça suit. Donc là, on a navigué en fait vers un lien extérieur hein, pour obtenir cette carte. Et ici, on va avoir toutes nos opérations identifiées qui sont localisées. Alors avec un système de ce qu'on appelle des clusters de points ou des concentrations de points, puisqu'on fonctionne à la commune, et donc pour éviter en fait d'avoir les points les uns sur les autres, on a ce système. Par exemple, si je suis à Angers, j'ai 8 opérations. Si je clique dessus, je vais pouvoir voilà, aller consulter les différentes opérations. Alors qu'ils ne sont pas forcément localisées dans ce quartier en fait. C'est simplement qu'elles sont à Angers. Et ensuite, en cliquant sur les opérations, je vais pouvoir voir apparaître les différents champs de l'enquête. Donc, si je vais par exemple ici à Paimboeuf et que je clique, je vais avoir un volet qui va s'ouvrir sur la droite et je vais retrouver les informations qui ont été renseignées par le maître d'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage ici, c'est la communauté de communes Sud-Estuaire. On va retrouver des informations de la description du projet, par exemple. Donc là, on est sur une déconstruction d'un bâtiment industriel désaffecté. La période de construction du bâtiment entre 1950 et 1970, la surface à déconstruire entre 1500 et 2000 m², le mois prévisionnel de début de déconstruction, décembre 2022, etc. Donc tous les éléments, et puis on va avoir les familles de matériaux. Donc ici, on voit par exemple qu'on devrait trouver des faux plafonds, des revêtements de sol, des revêtements de façade. Par contre, on ne devrait pas trouver de cloisons modulaires ni de matériaux de couverture. On a possibilité aussi de pouvoir afficher différents calques. Donc ici, je vais avoir les opérations de plus de 1000 m². Ici, je vais pouvoir afficher les bâtiments qui ont été construits avant 1950, etc. Et puis également les bâtiments pour lesquels un diagnostic a été réalisé ou prévu. Donc voilà pour la partie carte. Je vais essayer de revenir sur la plateforme. Dernière chose sur la plateforme, c'est ici, on a un formulaire. Alors, ce n'est pas directement le formulaire pour renseigner les opérations, mais c'est un formulaire de contact. En fait, les maîtres d'ouvrage qui souhaiteraient enregistrer des opérations peuvent renseigner ce formulaire de contact. Nous, on va recevoir les coordonnées et on pourra adresser en fait, au maître d'ouvrage un questionnaire qui lui est dédié, donc un questionnaire individualisé. Donc, en fait, on a dit tout à l'heure que la démarche, pour l'instant, on s'est concentré au moment de l'enquête sur la maîtrise d'ouvrage public, mais dès à présent, en fait, des maîtres d'ouvrage privés peuvent venir nous contacter pour pouvoir enregistrer des opérations de déconstruction.
Voilà ce que je pouvais dire sur le fonctionnement de cet outil. Alors sur les suites du travail, il va y avoir toute la question de l'actualisation, la fréquence d'actualisation, les méthodes de collecte de l'information, voir comment aussi on ouvre à la sphère privée. Et puis, il va falloir qu'on continue aussi de développer sans doute cet outil sur la forme et puis sur le fond. Et puis, un point important en particulier pour ce matin, c'est de voir comment on va pouvoir articuler cette démarche, qui est une démarche régionale, avec la plateforme nationale PEMD qui est développée par le CSTB, parce que même si les objectifs sont différents, il y a sans doute des réflexions à mener pour identifier peut-être des passerelles entre nos missions respectives. Merci François pour ta présentation. Tu as un petit peu entamé les réponses à quelques questions qui ont été posées dans le chat. Il y a 2 questions que je vais regrouper qui concernent finalement la mise à jour des données qui ont été d'ores et déjà renseignées. En 2021, un maître d'ouvrage enregistre un projet à démolir dans 1 an. Qu'est-ce qu'on fait en 2022? Est-ce qu'on le sort de l'observatoire? Voilà, comment est-ce qu'on assure la fraîcheur de l'information? La question reste posée et doit être réfléchie avec le groupe de travail sur cette fréquence d'actualisation, parce qu'effectivement, j'ai déjà eu des demandes de maître d'ouvrage pour renseigner des opérations. Il faut qu'on trouve la bonne fréquence en fait d'actualisation. Ensuite, il va falloir effectivement certainement sortir les opérations pour lesquelles la date de début de travaux est déjà passée. Mais là, voilà, là on a eu en fait une diffusion de cet outil en mai. Septembre et début octobre vont être un petit peu la phase de réflexion pour la suite et pour ces questions-là. C'était d'ailleurs un peu la raison pour laquelle on l'avait gardé un peu confidentiel dans un premier temps, parce qu'il y a encore, en termes méthodologiques, des améliorations à apporter et que globalement, le groupe de travail ne souhaitait pas afficher ce travail dans un état encore trop inachevé. Il y a une autre question concernant finalement l'obtention des CERFA, des diagnostics PEMD, dans les dépôts d'information. Est-ce que vous avez reçu des CERFA, des diagnostics PEMD? Non. On n'en a pas reçu. C'est pas forcément. Je suis pas sûr que la plateforme puisse, nous permettre d'héberger ces informations, par exemple. Là, on est, je pense, plutôt dans la démarche du CSTB. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette plateforme, elle est finalement vraiment en amont des projets de construction, et c'est pour pouvoir se dire, voilà, dans 2-3 ans, on va avoir autour de l'endroit où on doit construire des projets qui vont être démolis. Mais on n'a pas encore une connaissance fine des matériaux qui pourront être réemployés. C'est ça. Il faut qu'on soit le plus en amont possible de l'opération, et c'est pour ça qu'il y a une certaine complémentarité avec la plateforme PEMD, justement, parce que sur la plateforme, on aura peut-être accès à ces informations-là, mais nous, on a besoin d'avoir vraiment de l'information très très tôt, en fait, pour pouvoir, voilà ce que je disais tout à l'heure, caractériser les gisements, caractériser l'opération, et puis rendre possible la mise en relation entre les détenteurs des matériaux et puis les utilisateurs. Donc, il faut qu'on soit très, très tôt, en fait. Donc, avant même l'obtention de ces diagnostics. Alors, on nous demande si un travail similaire est fait en Bretagne. Est-ce que tu en as connaissance? J'en ai pas connaissance, non. Nous, on fonctionne en réseau. Il y a une cellule économique dans chaque région. Donc, nous, on a présenté ces travaux à l'ensemble du réseau des cercles en France. À ce jour, par contre, j'ai pas d'informations pour savoir s'il y a une demande côté Bretagne pour mettre en place un outil tel que celui-là. Alors, on nous refait une question, mais où tu as commencé à répondre aussi. On nous demande comment se fait la relation entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre pour les matériaux. C'est là où votre plateforme, c'est pas son but.
Ouais, ouais. On n'est pas, c'est pas une bourse d'échange de matériaux ici, c'est simplement diffuser la connaissance de ces gisements sur le territoire. Donc, ce qu'on va retrouver sur la plateforme, c'est les coordonnées du maître d'ouvrage, du chargé d'opération. Mais par contre, c'est vrai que la mission, voilà, de la plateforme, elle s'arrête là en fait. Derrière, c'est à l'utilisateur éventuel des matériaux, celui qui recherche des matériaux, d'aller prendre contact avec le maître d'ouvrage pour peut-être avoir davantage d'informations sur les matériaux qui sont présents dans les bâtiments à déconstruire. Et du coup, ça répond à une autre question qui était de savoir s'il était possible de contacter les maîtres d'ouvrage pour mieux connaître leur temporalité. En fait, c'est un peu ça. Au travers de cet observatoire, on a connaissance des maîtres d'ouvrage qui ont des projets de déconstruction et on a des coordonnées pour pouvoir les contacter. C'est ça, oui. Ouais, oui. Et nous, par contre, voilà, actuellement, en tout cas, l'outil s'arrête là. On n'a pas possibilité, via un formulaire, d'aller contacter directement le maître d'ouvrage parce qu'on est intéressé par certains matériaux. Nous, on a simplement affiché les coordonnées, donc après, c'est à chacun en fait, d'aller se mettre en relation. Une question, je ne sais pas si tu pourras y répondre. Si les informations de l'Observatoire sont uniquement basées sur du déclaratif, à combien estimez-vous sa représentativité par rapport au gisement global? C'est très difficile. C'est difficile comme question. On manque vraiment de recul pour l'instant pour avoir une idée de ces niveaux de représentativité. Ce que je peux dire, c'est que nous, par exemple, sur les 171 maîtres d'ouvrage interrogés, je crois que 50 ont répondu, ont enregistré des projets, mais ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas répondu. Les autres peuvent ne pas avoir de projet de déconstruction. Donc, c'est assez difficile à dire à ce stade. Peut-être que d'ici quelques mois, on aura davantage de recul pour avoir une estimation de la représentativité. Puis c'est ce que tu disais pour l'instant, l'enquête s'est concentrée sur les maîtres d'ouvrage publics, mais surtout désormais elle s'ouvre aux maîtres d'ouvrage privés. Donc on était déjà que sur une petite partie Oui. De la construction. Donc voilà, c'est effectivement encore trop tôt. Probablement que quand on se reverra dans un an, on pourra et tu pourras présenter quelque chose de plus détaillé. Ouais. C'est ça, en fait, voilà. L'idée, c'était de commencer à travailler une matière. Donc, on ne voulait pas non plus solliciter les énergies de tous les acteurs. On s'est concentré sur la sphère publique dans un premier temps pour être sûr d'avoir quelque chose au bout du compte, de pouvoir développer un outil et puis de pouvoir diffuser l'information, d'avoir quelque chose qu'on puisse utiliser, quoi, voilà, qui soit fonctionnel. Donc, voilà pourquoi on a commencé sur la maîtrise d'ouvrage public et aujourd'hui, voilà, l'idée maintenant, c'est de pouvoir élargir. Alors, la même question qu'avec la Bretagne, mais cette fois-ci avec le centre Val-de-Loire. Je pense que la réponse va être la même. Aujourd'hui, on n'a pas de connaissance de projets similaires dans d'autres régions françaises. Sinon, on aurait travaillé avec. On a eu de l'intérêt, ça je peux dire, pour cet outil. Maintenant, il faut effectivement que voilà, les acteurs soient intéressés, les cercles soient intéressés pour développer l'outil. Maintenant, il faut que d'autres acteurs les accompagnent. Nous, évidemment, il n'y a aucun souci pour donner la méthode de travail et pour communiquer sur les outils qu'on a utilisés. Il n'y a aucun problème. Après, il faut qu'il y ait une demande, effectivement, des grands donneurs d'ordre dans chacune des régions. On peut rappeler qu'il y a une cellule économique régionale à la construction dans chacune des régions de France et qu'il ne faut pas hésiter à aller taper à leur porte pour savoir si des projets similaires sont en cours dans les régions. Tout à fait. Y a-t-il des projets de plateforme de gisement public avec requalification des matériaux? Alors ça, c'est plutôt une question qu'on traitera la semaine prochaine sur la question des plateformes. Juliette en dira un mot en conclusion tout à l'heure. Avez-vous eu des retours de la SNCF? Alors là, Ah oui, parce que la SNCF est propriétaire foncier et de bâtiments. Ah ouais. Alors, ils ont été interrogés, pour sûr. Là, pour le coup, j'ai pas, en mémoire, je ne pourrais pas vous dire. Je peux aller vérifier et vous redonner la réponse plus tard, mais là, comme ça, je ne me souviens plus.
Alors, je crois que ça va être très important d'avoir les deux plateformes, parce qu'on a à nouveau une question sur y a-t-il une réflexion pour la mise en place d'une plateforme similaire sur les détails des matériaux, au lieu de contacter plusieurs maîtres d'œuvre. En fait, les détails des matériaux, ça sera dans la plateforme PEMD. C'est ça. Qui va être présenté juste après. Bonjour, faites-vous la différence entre déconstruction et rénovation? Alors, on les sollicitait en fait sur toute opération de déconstruction seule, de déconstruction réhabilitation ou de déconstruction et construction neuve. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais effectivement, si c'est il y a un peu de déconstruction dans le cadre d'une réhabilitation, par exemple, normalement le maître d'ouvrage peut effectivement venir renseigner le projet. On va prendre une dernière question qui est plutôt un retour d'expérience pour nous dire qu'en Île-de-France, il y a des projets similaires, en particulier sur le territoire de pleine commune, assistés par l'intelligence artificielle. Le développement de l'outil devait se faire en ce début d'année. Donc, Monsieur Dagneau qui nous fait part de cette expérience, si jamais vous avez un lien vers une plateforme ou un document qui présente ce projet, eh bien, on est intéressé pour le partager avec le groupe. Très bien. Eh bien, François, je te remercie beaucoup pour cette présentation. Merci également à Anaïg. Et justement, comme on a eu beaucoup de questions sur la relation avec le matériau, eh bien, on va passer la parole à Camille Golen, chef de projet économie circulaire au CSTB, pour nous présenter la plateforme PEMD, où là, on va avoir une présentation des matériaux. Camille? Juliette, est-ce que tu peux… Oui, Madame Golen. Voilà, vous êtes en train d'arriver. Je suis là, ça prenait du temps à charger. Parfait, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend parfaitement et on voit la présentation, tout va bien. Parfait. Je ne sais pas si la caméra fonctionne par contre, mais non, ça devrait se charger. Non, on ne voit pas. Bah, c'est censé fonctionner. Je vais essayer de la couper et de la rallumer. C'est plus sympa avec le visuel quand même. Non, bon, c'est dommage, ça marchait tout à l'heure. Bon, peut-être pour les questions-réponses, on y reviendra. Voilà, c'est ça, très bien. Du coup, je lance ma présentation. Donc, oui, Camille Golen, je suis chef de projet économie circulaire au CSTB et je vais vous parler donc de l'évolution réglementaire PEMD et de la future plateforme associée, plateforme réglementaire PEMD pour produits, équipements, matériaux et déchets. Donc, c'est une plateforme qu'on développe avec le soutien du ministère et le soutien de l'ADEME au travers du plan de relance. Très rapidement, donc, le CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment, on est un EPIC, un établissement public, industriel et commercial, qui a pour but d'accompagner le secteur du bâtiment de façon très large dans ses enjeux actuels et futurs. Madame Golen, on ne vous entend plus. Normalement, ça devrait être bon. Oui, c'est bon, voilà. Vous êtes revenu et on vous voit cette fois-ci. On vous laisse. Très bien, parce qu'on m'avait reproposé de revenir, donc j'ai accepté et du coup, ça a recoupé. Je continue. Du coup, un des enjeux qui ont été identifiés en termes de recherche au CSTB, c'est l'économie circulaire, qu'on travaille autour de 3 grands axes. Un premier autour de la connaissance des flux et des stocks de matière, avec notamment des travaux qu'on mène sur le développement d'un modèle de flux qui s'appuie sur la BDNB. Alors, je vais peut-être dire beaucoup de mots-clés, j'essaye d'être succincte dans cette présentation. La base de données nationale des bâtiments, que si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller vous renseigner. Un deuxième axe autour de la valorisation des bâtiments existants, donc autour des enjeux de déconstruction sélective. À ce propos, je vous invite à aller voir le guide ORE CSTB qu'on a sorti sur cette question de la déconstruction sélective. Des travaux autour du réemploi,
Donc, on va vous mettre deux liens, notamment de 2 publications qu'on a faites, où on a notamment identifié des produits, une liste de produits à fort enjeu de réemploi suite à des travaux et à une consultation. Et enfin, dernier axe autour de l'anticipation au stade de la conception, et ce, à l'échelle produit, donc notamment autour d'une réflexion sur les indicateurs de circularité à l'échelle produit et à l'échelle ouvrage. Donc pareil, des réflexions autour des indicateurs et des outils associés pour évaluer la circularité d'un ouvrage. Voilà de façon succincte quelques illustrations, et Capucine Gauthier vous met là en lien dans la discussion quelques exemples de ce que je viens de mentionner. J'enchaîne sur du coup le contexte réglementaire associé à la loi AGEC et à l'entrée en vigueur future du diagnostic PEMD. Donc déjà, de quoi est-ce qu'on parle? Où est-ce qu'on en était avant? Depuis 2011 est obligatoire la réalisation d'un diagnostic déchets pour toute déconstruction de plus de 1000 m². Et qu'est-ce qu'on fait dans ce diagnostic déchets? Comme son nom l'indique, on quantifie des déchets et on identifie des filières de valorisation de déchets. Sur cette obligation réglementaire associée au diagnostic déchets, donc deux choses, le faire réaliser en amont du chantier, l'annexer au DCE, et puis en fin de chantier, il y avait l'obligation, il y a toujours pour l'instant, tant que le diagnostic PEMD n'est pas applicable, l'obligation de transmettre à l'ADEME, donc à l'époque sur le site, maintenant par adresse mail, les informations du formulaire de récolement. Donc ça veut dire que le diagnostic devait être fait en phase de conception, et puis un suivi devait être réalisé en chantier, et le formulaire de récolement, c'est la somme de tout ce qui était la traçabilité de suivi du chantier, donc qui devait être réalisé pendant le chantier, et donc transmettre ces informations-là à l'ADEME via leur site, et donc maintenant via une adresse mail dédiée. Il y a eu un certain nombre de constats, alors je ne reviendrai pas sur l'ensemble de ces constats pour cette présentation, mais d'amélioration possible de ce dispositif. Donc cette liste de constats, elle est issue de travaux, d'une enquête qu'on avait menée il y a maintenant 2 ans au CSTB pour le compte du ministère, sur l'explication, essayer de comprendre le fonctionnement actuel du diagnostic déchets, et puis les améliorations qui pouvaient être mises en place. Dans les constats, déjà que c'était un dispositif qui était peu suivi, on pouvait estimer que la réglementation était respectée à moins de 5% des formulaires de récolement étaient transmis à l'ADEME. Une vision déchets, on l'entend dans le titre. Une obligation aussi, comme je l'ai précisé, de transmission de l'information qui intervenait uniquement à la fin du chantier. Et donc, ça ne permettait pas d'anticiper sur les informations qui étaient présentes dans le diagnostic. Et puis, enfin, je viendrai sur ce point-là, un dispositif qui était uniquement ascendant. Ça veut dire qu'il intervenait, comme je l'ai dit, à la fin du chantier, et puis on transmettait les informations à l'ADEME, mais il n'y avait aucun retour pour les maîtres d'ouvrage. Du coup, dans la loi AGEC, donc loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, est introduit le dispositif de diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets. Et puis 2 décrets que je vais détailler avec vous après sont entrés en application donc en juin 2021. Et on attend encore donc les 2 arrêtés qui devraient pas tarder à arriver. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu cet été une consultation publique sur des projets d'arrêtés. Donc cette consultation publique a pris fin le 12 septembre, mais vous pouvez quand même consulter toujours, donc Capucine à nouveau va vous le mettre, vous pouvez toujours consulter les textes qui avaient été proposés, notamment les projets de CERFA, donc j'y reviendrai,
les CERFA qui vont, eux, être en gros les données d'entrée de la future plateforme et qui sont les formulaires que devront remplir les maîtres d'ouvrage à la fois en diagnostic et en récolement. Mais je vous fais j'avance un peu sur ma présentation. Du coup, qu'est-ce que cette nouvelle obligation? Qu'est-ce que le diagnostic PEMD? Donc d'abord, il faut noter qu'on a une extension du périmètre. Donc diagnostic déchets, je l'ai dit tout à l'heure, c'était uniquement les démolitions. Là, diagnostic PEMD, ce sera également applicable aux réhabilitations significatives sur le périmètre qui est affiché là à l'écran. Et puis, on entend dans le nom, on passe d'un diagnostic déchets à un diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets. On a un renforcement de la vision ressources du bâtiment. Donc, on change le regard qu'on pose sur un bâtiment existant. On ne regarde plus que, entre guillemets, comme une somme de déchets, mais bien comme une somme d'abord de ressources. Donc, on va se poser la question de qu'est-ce qui est réemployable en premier lieu, et puis comme une somme également en effet, de déchets, en se posant la question, en renforçant aussi le recours à la hiérarchisation des modes de traitement, donc, qui est listé là. Donc, on se pose la question d'abord de qu'est-ce qui est réutilisable, qu'est-ce qui est recyclable, et puis autres types de valorisation matière, etc. Je vais venir avec vous, alors sans tout détailler, mais vous introduire un peu les différents éléments qui ont été intégrés aux deux décrets sous forme de questions-réponses. Donc déjà, première question, quand est-ce qu'on doit réaliser ce diagnostic PEMD selon le décret? Donc deux choses, on doit le réaliser donc, préalablement au dépôt des demandes d'urbanisme et demandes d'autorisation de travaux, et puis préalablement à l'acceptation des devis ou passation des marchés. Donc ça, c'est quand est-ce qu'on doit faire le diagnostic PEMD. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire selon le décret du diagnostic PEMD? On doit le transmettre aux acteurs susceptibles de concevoir et de réaliser les travaux. Bon, ça, c'était déjà présent avec le diagnostic déchets. Et ça, c'est nouveau, on doit le transmettre du coup donc, au CSTB. Et ça va être un des objectifs de la plateforme qu'on développe. Donc là, vous voyez bien que par rapport à ce que je décrivais tout à l'heure sur le diagnostic déchets, on est bien dans un changement d'étape. Donc l'obligation n'est plus qu'en fin de chantier, mais elle est bien aussi dès la conception, dès la réalisation du diagnostic PEMD, le plus en amont possible. Alors ça, c'est moi qui le dis, mais pour qu'il y ait un intérêt, vous le verrez ensuite, à transmettre les informations issues du diagnostic, transmettre au travers du CERFA, donc, qui lui donne la liste des informations qui sont attendues réglementairement et donc à transmettre à la plateforme, donc au travers de ce futur CERFA, transmettre les informations à la plateforme du diagnostic. Je ne viendrai pas dans les détails sur l'ensemble des éléments qui sont listés là, mais c'était pour vous permettre de les avoir a posteriori. Donc, je listais un peu les informations sur qu'est-ce que doit contenir ce diagnostic PEMD selon le décret. Donc, il y a une somme d'informations générales sur l'opération, le nom, la date de la visite, les parties, les bâtiments, etc. La liste des documents qui sont consultés. Donc ça, c'est vraiment des informations générales sur l'opération et sur la façon dont a été réalisé le diagnostic et la visite sur site. Ensuite, une liste d'informations assez complète sur les produits, équipements, matériaux, déchets qui ont été identifiés sur site. Donc, nature, quantité, localisation, pour tout ce qui est considéré comme des produits, équipements, matériaux réemployables, des informations sur l'état de conservation, pour tout ce qui est considéré comme déchets, donc ça veut dire à défaut de réemploi, on indique les filières de valorisation des déchets. Alors là, je me reprends un petit peu. Donc, on a bien en premier lieu la question du réemploi qui doit être abordée. Et puis,
doit être considéré également l'ensemble des déchets qui pourraient être émis par l'opération. Et puis, oui, un certain nombre d'informations sur des précautions de dépose, de stockage, de transport, etc. J'avance un peu sur ma présentation. Et puis ensuite, que contient le récolement selon le décret? Là, on est sur un périmètre, en tout cas macro, qui est assez similaire à celui qui était déjà présent, sauf que, et on entend bien, on n'est plus que sur le périmètre de quels déchets ont été générés par l'opération, mais bien quels produits, équipements, matériaux ont été sortis de l'opération en vue d'un réemploi, et puis quelle liste de déchets ont été produits et ont été après par typologie de valorisation ont été issus du chantier. Une question aussi en termes de sanctions en cas de non-respect de l'obligation réglementaire. Il y a bien une amende qui est elle, prévue de 45 000 € avec une peine d'emprisonnement en cas de récidive. Le décret, le deuxième décret, liste également les compétences attendues du diagnostiqueur en termes de connaissances sur la gestion des déchets, mais aussi en termes de connaissances sur l'économie de la construction et plus globalement une invitation à renforcer ces compétences et en lien avec ce changement de regard qui est attendu, donc le passage d'un diagnostic déchet à un diagnostic qui, lui, invite à d'abord se poser la question du réemploi et ensuite des possibilités de valorisation des déchets qui seront issus de la déconstruction ou de la réhabilitation. Il existe, pour accompagner cette montée en compétences, c'est pas obligatoire, mais il existe des formations qui sont proposées, des formations certifiantes pour devenir diagnostiqueur PEMD, notamment une formation qui est proposée par le CEDRE, le CSTB. En termes de calendrier, du coup, on l'a vu tout à l'heure, les premières dates sur la loi AGEC, les décrets. On attend donc la publication des arrêtés pour une entrée en vigueur de cette obligation réglementaire. Vous le verrez dans les projets de CERFA et d'arrêtés qui ont été émis en consultation publique. Pour l'instant, est inscrit la date du 1er janvier 2023 pour l'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation. Et dans les étapes qui restent, du coup, il reste encore une consultation interne au ministère, et puis du coup l'intégration des remarques qui ont été faites pendant la consultation publique. J'enchaîne sur la présentation de la plateforme. Alors pour l'instant, vous l'entendrez, il n'y a pas encore de texte arrêté et publié. Donc nous, on a mis en pause les développements qu'on avait commencé à faire sur la plateforme. Donc là, je vais plutôt vous présenter les grands objectifs liés à la plateforme PEMD sans vous montrer pour l'instant de plateforme, parce qu'on attend d'avoir donc les deux CERFA, donc le CERFA diagnostic et le CERFA récolement, qui seront, elles, les données d'entrée de la plateforme pour finaliser les développements. Du coup, dans les objectifs de cette plateforme, donc, tout d'abord, de prendre le relais de la plateforme existante de l'ADEME, que je vous mentionnais tout à l'heure, qui servait à récolter les formulaires de récolement en fin de chantier. Et puis, en termes de fonctionnalité, quels objectifs? Bon, bien entendu, de permettre aux maîtres d'ouvrage de respecter leurs obligations réglementaires, qu'on a vu tout à l'heure, donc celle de réaliser un diagnostic PEMD, de le transmettre
en amont du chantier au CSTB, et puis celle en fin de chantier de transmettre les informations du formulaire de récolement. Deuxième objectif qui est, alors que j'ai pas cité tout à l'heure, qui est celui de mettre en visibilité les produits, équipements, matériaux, déchets qui seront générés. Donc ça, c'est également quelque chose qui est inscrit au décret. Donc l'objectif de transmettre les diagnostics, c'est bien de pouvoir mettre en visibilité, alors j'y reviendrai, sous forme d'une cartographie, en tout cas c'est ce que nous on souhaite au CSTB sur cette plateforme, mettre en visibilité l'ensemble des gisements, donc PEM identifiés comme potentiellement réemployables et déchets identifiés comme valorisables, qui sont issus des diagnostics qui seront transmis sur la plateforme PEMD, modulo l'acceptation des maîtres d'ouvrage de cette mise en visibilité. Donc ça, c'était sur le deuxième objectif, donc ça correspond aussi à ce qui est inscrit dans le décret. Et puis, troisième objectif, c'est d'organiser un retour d'information auprès des maîtres d'ouvrage, pour qu'eux aussi voient un intérêt au travers de cette plateforme. Donc ça, j'y reviendrai. On a imaginé une version publique qui ne nécessite pas de connexion sur la plateforme, donc avec l'ensemble des informations donc, sur les gisements dont je parlais, sous forme d'une cartographie qui seront disponibles donc, de façon publique, gratuite, accessible à cet endroit-là. Et puis une version où là, on aura besoin d'une connexion, d'une création de compte gratuite pour accéder à d'autres fonctionnalités, dont des fonctionnalités spécifiques pour les maîtres d'ouvrage, pour pouvoir gérer leurs opérations et les informations qu'ils vont transmettre pour respecter leurs obligations réglementaires. Et puis, dernier objectif, celui de donner à la puissance publique la possibilité de mieux contrôler la bonne application de cette réglementation. Dernier point, sur la façon dont on a souhaité fonctionner. Alors bon, modulo les retards qu'on a pris du fait du déroulé réglementaire, on a souhaité et on souhaite impliquer autant que possible les futurs utilisateurs dans nos étapes de développement de cette plateforme. Comment on a mis en place deux choses. D'abord, une newsletter. Donc, je vous donnerai après, si ça vous intéresse, l'adresse mail à qui adresser un email si vous souhaitez être intégré à cette newsletter. Donc, une newsletter pour vous informer des différentes étapes de développement et puis les différentes étapes associées au dispositif réglementaire qui se finalise et qui va bientôt entrer en vigueur. Et puis, des groupes utilisateurs. On a souhaité mettre en place donc 3 ateliers. Pour l'instant, il y a eu un premier atelier qui a eu lieu il y a bientôt 1 an pour échanger avec les acteurs sur les premières fonctionnalités qu'on imaginait par profil. Donc ça, j'y reviendrai. Et puis, il reste encore donc, 2 ateliers qu'on mettra en place dans la suite, une fois que très prochainement, maintenant que donc, les textes avancent et qu'on aura très prochainement une version définitive des SERPA et des arrêtés. Je vais parler un petit peu des différents profils qu'on a imaginés et des fonctionnalités associées à ces profils. Donc, on a imaginé structurer donc, la plateforme autour de 4 profils différents. Donc là, je reviens avec vous. J'ai bien parlé de la version publique, où tout le monde aura accès à notamment la carte des gisements. Et puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y aura une partie qui, pour avoir plus de fonctionnalités, nécessitera une connexion. Et donc là, on pourra se connecter à un type de profil en fonction des fonctionnalités dont on aura besoin. Et du coup, sur ces types de profils, on a notamment
On a notamment donc, la maîtrise d'ouvrage. Bon, alors bien sûr, c'est eux qui portent l'obligation réglementaire. Ils pourront, en se connectant, créer une opération, transmettre les informations liées donc, au diagnostic et au récolement. Et puis, ils pourront valider la mise en visibilité des informations du diagnostic PMD. Et enfin, ça j'y reviendrai, accéder aux fonctionnalités de manifestation d'intérêt qui sont celles qui vont permettre d'entrer en contact avec une personne qui émet un gisement. Deuxième profil qui lui est plus large, donc celui des acteurs du bâtiment et de la valorisation. Donc là, c'est un peu... ça regroupe beaucoup de types d'acteurs qui souhaitent soit en base justement manifester un intérêt sur un gisement, soit en option dans le sens où ce ne sera pas le cas pour tous les acteurs, recevoir de la part d'un maître d'ouvrage une délégation. Donc ça veut dire qu'un maître d'ouvrage pourra demander à, par exemple, son diagnostiqueur de compléter pour lui une partie du CERFA. Bien entendu, ce sera de la responsabilité du maître d'ouvrage d'ensuite relire et signer ce formulaire de diagnostic. Donc, on aura la possibilité de déléguer la complétion. Enfin, en tout cas, le maître d'ouvrage aura la possibilité de déléguer en tout cas, une grande partie de la complétion de ces CERFA à l'acteur donc en conception pour le diagnostic et puis en réalisation pour le récolement. Je vais passer sur les deux autres types d'acteurs. Bon, collectivité, l'objectif, c'est bien qu'ils puissent accéder à l'ensemble des fonctionnalités des maîtres d'ouvrage parce qu'ils peuvent également être maîtres d'ouvrage. Et puis, on imagine, et ça, il faudra que ce soit... ça, ce sera évoqué dans des futurs groupes utilisateurs, la possibilité de leur développer des fonctionnalités en plus dans le cadre s'ils ont la responsabilité de contrôler le respect de la réglementation. Et puis enfin, un profil ministère ADEME avec la réalisation d'un rapport annuel sur le respect de la réglementation. Oui, je vois que le temps tourne, je sais bien, je finalise. Je vais pas présenter plus en détail ce schéma parce qu'en fait, j'en ai un petit peu parlé au fur et à mesure au fur et à mesure que je présentais chaque acteur, mais du coup, ça permet de synthétiser les rôles et les fonctionnalités de chaque acteur, le maître d'ouvrage, les acteurs qui peuvent se connecter soit pour compléter un formulaire, soit pour rechercher un gisement. Et puis, par contre, ce que je vais juste dire sur cette slide, et c'est essentiel, du coup, la plateforme PMD, elle a pour objectif, et je l'ai déjà dit, mais de permettre aux acteurs de respecter leurs obligations réglementaires. Et associé à ça, comme inscrit dans le décret, elle va pouvoir mettre en visibilité les informations issues des diagnostics, du coup, l'ensemble des gisements qui sont présents dans les diagnostics. Elle n'a pas pour objectif de faire une transaction, de permettre aux acteurs c'est pas une bourse au gisement, et elle a bien pour objectif de pouvoir permettre d'être une grande base de données en open source pour des plateformes, par exemple du réemploi, qui souhaiteraient pouvoir se sourcer sur la plateforme PMD, qui, elle, est bien l'entrée, en tout cas obligatoire, pour les maîtres d'ouvrage qui devront transmettre leurs informations à la plateforme pour respecter leurs obligations. Je passe aussi, c'était une illustration de la cartographie, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire au groupe utilisateur et à nous rejoindre au prochain atelier. Et puis, dernière information sur le calendrier, et puis vous donner aussi l'adresse mail pour vous inscrire si vous le souhaitez à la newsletter et ou au groupe utilisateur. Du coup, vous pouvez écrire à la plateforme .pemd@cstb.fr et on vous ajoutera.
Et puis, du coup, donc, juste une information en termes de calendrier. La plateforme, elle se développera en 2 étapes. Le lancement d'une V1 pour le premier trimestre 2023. Alors, j'ai mis estimation parce qu'on attend forcément d'avoir les textes pour pouvoir donner une date de lancement de la plateforme. Donc, une première version qui, elle, permettra en gros aux maîtres d'ouvrage et aux profils acteurs de respecter leurs obligations réglementaires. Et puis, une deuxième version qui, elle, arrivera une petite année plus tard avec des fonctionnalités supplémentaires, l'introduction d'autres profils et puis d'autres fonctionnalités pour les maîtres d'ouvrage. Voilà pour cette présentation. Merci beaucoup Camille, c'était très complet et vous verrez que les questions vont nous ramener à votre présentation et peut-être à des précisions. Je commence tout de suite sur le volet méthodo. Quelle différence entre un diagnostic PEMD et un diagnostic ressources? Revenir à la définition. C'est une très bonne question. Et pour l'instant, il n'y a pas de définition unique. Ce qu'on a nous proposé dans le guide ORE CSTB qu'on a rédigé, diagnostic PEMD, lui, il va donc, tel qu'encadré dans les décrets et les futurs arrêtés, proposer un regard donc, à la fois sur le potentiel de réemploi et sur les flux de déchets et leurs filières qui seront générés par une opération. Donc là, pour le coup, celui-là, il est bien encadré. Ensuite, tel que nous, on l'a défini, un diagnostic ressources, il pourra aller au-delà de ce qui est marqué dans le texte de loi, notamment au niveau des tests sur la réemployabilité des éléments qui sont identifiés, ou au niveau d'un accompagnement plus complet de la maîtrise d'ouvrage sur sur les liens avec les filières, soit de réemploi, soit de recyclage, qui ont été identifiées dans le diagnostic. Donc ça, c'est pour le coup vraiment notre définition à nous de ce qu'on mettrait dans le diagnostic ressources, mais il n'y a pas de texte qui l'indique. C'est issu de nos réflexions et tel qu'on l'a écrit en tout cas dans ce guide ORE CSTB. Merci. Une demande de précision. La notion de déconstruction n'apparaît pas dans les projets de texte autour du diagnostic PEMD. Serait-ce une notion étrangère au Code de la construction et de l'habitat? Je dirais oui. Je suis pas juriste. Moi, j'utilise le terme en effet déconstruction, mais c'est vrai que dans le texte de loi, il y a marqué démolition. Donc, je dirais que sûrement oui. Dont acte. Peut-être à remonter effectivement à la DHUP, l'interrogation. Merci. Alors, petit rappel peut-être de calendrier, on nous demande s'il y a une date pour la publication de la cartographie des différents projets. Ça, vous l'avez expliqué, mais peut-être revenir sur les précisions calendaires. Oui. Du coup, pour préciser un peu cette réponse-là, donc il reste comme étape avant la publication des textes, donc l'analyse des retours qui ont été faits par la DHUP, donc le retour sur la consultation publique, une autre consultation interne au ministère pour valider les textes et les arrêtés qui seront proposés. Et donc, ça nous amène, en gros, alors ça c'est à nouveau, il n'y a pas eu d'annonce sur une date, à part l'obligation qui rentrerait dans les projets, en tout cas d'arrêtés et de SERFA qui ont été soumis à la consultation publique au 1er janvier 2023. Donc, ce qu'on imagine, c'est qu'il y aura des textes avant ça. Et après, nous,
nous, on aura besoin de 4 mois à partir du moment où seront publiés les textes pour finaliser la plateforme. Donc, une fois qu'on aura les CERFA finaux, on pourra ajuster l'ensemble des formulaires de données d'entrée de la plateforme. Et puis, dans le cas où il y aurait une opération qui rentrerait entre le temps 0 et le temps 4 mois où on lancerait la plateforme, il y a de toute façon la possibilité, et c'était inscrit d'ailleurs dans les projets d'arrêté, de transmettre par email à l'adresse qui est là les CERFA qui seraient générés entre du coup l'obligation réglementaire et le lancement de la plateforme. Merci. Alors, un lien nous est demandé, est-ce qu'il y a un lien aujourd'hui, entre la plateforme qui vient d'être présentée pour les Pays de la Loire et la plateforme PEMD? Aujourd'hui, il n'y en a pas, mais est-ce qu'on peut envisager un lien entre ces deux plateformes? Dans l'idée, oui, complètement. Et je trouve que c'est intéressant qu'on les présente en même temps. J'ai fait pas mal de présentations dans différentes régions et je rejoins le fait que pour l'instant, à ma connaissance, c'est la seule en tout cas qui est aboutie. Il y a sûrement des réflexions, comme on l'a dit, en Île-de-France et dans d'autres régions, qui sont en cours, mais c'est le projet, en tout cas de ce que je vois, qui est le plus abouti. Ce qu'on souhaite mettre en place, c'est des liens avec les plateformes existantes, notamment au travers d'une API, donc d'un accès facilité, on va dire, aux données de la base de données publique de la carte. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais du coup, on appelle la carte des gisements, la cartographie, du coup, avec les gisements qui sera celle de la plateforme PEMD. Du coup, ces données-là seront en accès libre et donc accessibles par d'autres plateformes. Et après, plus spécifiquement sur cette plateforme qui vient d'être présentée, on est complètement accessible et vous avez nos contacts pour avoir un échange plus abouti. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas plus précisé comment on pourrait lier les plateformes. Merci. Je voulais juste dire, par contre, juste quelque chose. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir des relais en région au travers de ces plateformes-là, et ça montre aussi l'importance et l'intérêt de ce qui est fait. Par contre, il ne faudra pas que les maîtres d'ouvrage oublient, et c'est d'où l'importance de ces liens et de travailler sur ces questions-là, que l'obligation réglementaire sera de transmettre leurs informations à la plateforme et d'obtenir du coup les attestations associées pour respecter ce qui leur est demandé. Tout à fait, c'est très important cet ajout parce que il va bien falloir comprendre l'usage différent de ces deux plateformes et ne pas en confondre effectivement l'usage, sinon on aura eu l'impression en remplissant une plateforme qu'on a rempli l'ensemble et ce ne sera pas le cas. Donc tout à fait, il faudra être très vigilant là-dessus. Oui. Une question sur une frilosité présupposée par la personne qui pose la question. Des maîtres d'ouvrage à renseigner ces différentes plateformes ne seraient-ils pas liés à leur crainte de retour de bâton par le grand public sur la non-atteinte d'objectifs réglementaires de recyclage? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Alors, en fait, si je traduis, c'est que la personne qui pose la question pense que les maîtres d'ouvrage sont frileux à remplir ce type de plateforme parce que finalement, ce serait rendre visible au grand public le fait qu'ils ne remplissent pas leurs atteintes réglementaires de recyclage. J'entends. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Mais on va y répondre assez vite parce qu'on a encore d'autres questions. Ah. Oui, ok. Je réponds rapidement. Alors, déjà, sur la plateforme PEMD, l'obligation est de transmettre les informations et il n'y a pas encore d'obligation, en tout cas avec sanction,
de l'atteinte d'un objectif réglementaire. En gros, d'un objectif de taux de valorisation. Il y a un objectif qui est en effet celui des 70% qui est affiché. Pour l'instant, il n'y a, à ma connaissance, pas de sanctions associées et ce n'est pas l'objectif de cette plateforme. L'objectif de la plateforme est bien de réaliser les étapes que j'ai décrites et de mettre en visibilité les gisements qui seront identifiés. Donc, juste en complément, il ne devrait pas y avoir de frilosité. Voilà. Et juste en complément sur cette frilosité, pour parler régulièrement de la plateforme régionale à des maîtres d'ouvrage publics qui ont des projets de démolition, je ne les sens pas du tout frileux. Bien au contraire, à chaque fois, ils me demandent le lien vers la plateforme en me disant maintenant, c'est à nous de remplir. Donc, à voir. Mais je ne la ressens pas forcément, moi, aujourd'hui, cette frilosité lorsque j'en discute avec des maîtres d'ouvrage publics pour l'instant. Une question pour le CSTB concernant l'élaboration des guides méthodologiques partagés et reconnus sur l'évaluation des plateformes en vue d'un réemploi pour chacune famille des PEM. Où est-ce que vous en êtes? Oui. Alors, du coup, c'est vrai qu'il y aurait eu beaucoup de sujets à aborder. Donc, là, l'objectif de cet échange, c'était de se concentrer sur diagnostic PMD, évolution réglementaire et plateforme PEMD. Je l'ai mentionné un petit peu en amont. Donc, on mène des travaux, en effet, sur la fiabilisation du réemploi. Capucine vous a donné 2 liens de publications qu'on a faites. Sur la question des guides méthodologiques, c'est en cours. Je ne suis pas sûre de pouvoir en dire plus dans ce cadre-là. Si c'est des éléments qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et être intégré dans nos réflexions. Et n'hésitez pas à regarder du coup les liens qu'on a mis pour en savoir plus. Ok. Juste avant de conclure, un retour d'expérience au sujet de la continuité numérique comme finalement clé de la massification et de la valorisation des matières secondaires, avec un participant qui présente un outil développé pour contribuer à la chaîne du diagnostic. Donc, vous pourrez poser directement votre question. Que je connais, et oui, complètement, et je rejoins la remarque des échanges qui devront être nécessaires sur les liens entre les outils. Je vous remercie beaucoup, Camille, pour cette présentation, et je laisse tout de suite la parole à Juliette pour un mot de conclusion et de présentation des travaux à venir. Merci Céline. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Juliette Lavis, chef de projet chez Novabuild. Donc, Novabuild, en quelques mots, on est l'association des professionnels de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier en Pays de la Loire. Et on les accompagne sur toutes les thématiques liées au dérèglement climatique. Dans ce cadre-là, on mène un certain nombre d'actions sur les thématiques atténuation, adaptation, biodiversité et circularité de la ressource, qui est le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Donc forcément, quand on parle de circularité de la ressource, on ne pouvait pas ne pas aborder la question du réemploi. Anaïg en a parlé un peu en introduction. On a effectivement 2 grands types d'actions. Un groupe de travail réservé à nos adhérents qui travaillent aujourd'hui sur la réalisation d'un certain nombre de livrables qui seront bientôt finalisé et diffusé au plus grand nombre, puisque ce sera public. Il s'agit d'un argumentaire pour convaincre les maîtres d'ouvrage et un guide méthodologique. Et dans la deuxième partie des actions qu'on mène, on a toutes ces actions. Il y a d'une part les webinaires qu'on co-organise avec l'Adréal, et je remercie Céline puisque c'est à son initiative. Donc, il y avait le webinaire de ce matin où on a bien compris, nos intervenants l'ont très bien expliqué, très bien posé les enjeux en fait de l'identification de ces gisements, mais on a aussi fait le lien avec le fait que ce sourçage en fait, des matériaux à venir, mais comment est-ce qu'après on les met à disposition des maîtres d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Et ça passe notamment par un certain nombre de plateformes, donc des plateformes physiques, des plateformes qui peuvent être digitales. Et ça sera l'objet en fait d'un second webinaire
qu'on co-organise avec l'Adréal et qui aura lieu la semaine prochaine, le 30 septembre, même horaire, 8h45. Donc, réemploi ou trouver des matériaux. On aura le témoignage donc, de Cycle Up pour le côté digital et d'Articonex sur le côté physique. Je vais vous mettre les liens dans le chat si vous souhaitez plus d'informations. J'en profite aussi pour dire que, toujours sur ce volet réemploi, on organise aussi des rencontres en présentiel qui s'appellent Jeudi Réemploi et le prochain aura lieu le 4 octobre, justement au sein de la plateforme physique Articonex. Comme ça, on sera directement sur place pour voir à quoi ressemble un matériau de réemploi et surtout comprendre comment est-ce qu'il se source et comprendre aussi à travers des retours d'expérience comment est-ce que les maîtres d'ouvrage arrivent justement à trouver ces matériaux, comment les maîtres d'œuvre arrivent à les mettre en œuvre dans leur projet. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. On espère que vous serez nombreux aussi la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Je vous mets les liens dans le chat et ils vous seront renvoyés également par la suite. Et les supports seront sur la page de Novabuild dédiée à ce webinaire. Voilà, tout à fait, vous retrouvez les supports et puis peut-être qu'on remettra aussi les différents liens. Il y a eu beaucoup de liens qui ont été mis dans le chat. Il y a une belle ressource qui s'est agrégée lors de ce webinaire. Donc, je vous condenserai tout ça sur la page dédiée sur le site internet de Novabuild. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.